Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel épisode des Pieds dans Demain. Aujourd'hui, je reçois Esther, 46 ans, productrice de contenu, formatrice et podcasteuse. Et nous allons parler de demain. À quoi va ressembler demain pour Esther ? À quoi va ressembler son quotidien ? Quelles sont les choses qui vont changer ? Bonjour Esther. Coucou. Alors, pour commencer, Esther, j'ai une première question. Comment vois-tu demain d'un point de vue personnel ? Écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question d'un point de vue personnel, parce que si tu m'avais répondu d'un point de vue général, j'aurais été bien en peine de faire une réponse plus ou moins, enfin, plutôt positive. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je suis profondément pessimiste, ce qui me vaut l'honneur de jamais être déçue et de toujours me réjouir des choses qui arrivent. En tout cas, je trouve que l'épreuve du confinement, parce que j'imagine que c'est de ça dont on va parler, que l'épreuve du confinement n'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde et ne conduit pas forcément aux réflexions de groupe, en tout cas. En revanche, ma manière de voir les choses, en tout cas, le confinement m'a permis déjà une chose, c'est d'avoir le temps de penser un tout petit peu, parce que en l'air de rien, je suis quand même maman d'une petite fille de 6 ans et autant te dire que les journées sont longues jusqu'au coucher, surtout quand tu te mets à l'horaire espagnol et que ta gamine, elle est couchée à 21h30, ce qui laisse peu de temps pour réfléchir. Néanmoins, ça m'a laissé le temps de réfléchir et de voir comment moi, j'allais aborder de manière tout à fait individuelle l'épreuve du déconfinement et du monde d'après. Alors justement, ça m'amène à une super transition. Donc d'un point de vue personnel, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu souhaites vraiment faire évoluer ? Oui, c'est mon rapport au temps. C'est vraiment une des choses que m'a apprise le confinement, c'est mon rapport au temps et le fait, même si j'avais déjà amorcé, ante-confinement un virage un petit peu à 180° pour enfin consacrer du temps à ma petite personne et à la manière dont j'allais, vivre les dernières années de ma vie, parce que 47 ans, voilà, on a passé déjà un sacré moment à réfléchir et très sincèrement, Alexia, je me rends compte à quel point alors c'est des grands poncifs, mais mon temps est précieux et à quel point je l'ai dilapidé dans des choses, plus ou moins futiles, mais qui font du bien et qui rassurent à un certain moment. Mais à quel point aujourd'hui j'ai besoin de temps et oui, je pense que fondamentalement, le déconfinement va m'amener à repenser mon temps comme un objet de consommation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, je vais considérer le temps comme un luxe, vraiment, mais un luxe qui va pouvoir être accessible désormais. J'aime beaucoup, c'est hyper intéressant. Alors justement, quand tu dis que le temps va devenir un objet de consommation, comment ça va se traduire dans ta vie quotidienne ? Comment tu veux l'organiser, ce temps si précieux ? Alors écoute, tout n'est pas encore complètement formalisé dans ma tête et puis j'ai aussi peur de l'effet d'annonce qui, sous le confinement, peut peut-être t'amener à des réflexions qui, une fois que la vie finalement et ton quotidien va reprendre le dessus, va peut-être complètement pulvériser. Mais je vais quand même essayer de tenir sur ce socle-là et voir, comme tu l'as dit en préambule, je fais beaucoup de choses parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de tout connaître, parce que j'ai envie de tout essayer et que je trouve que l'apprentissage, c'est le meilleur moyen de rester en vie, en fait, tu vois? De toujours apprendre, quelque chose. C'est-à-dire que même quand je suis sur la cuvette des toilettes, j'apprends en fait. Je mets une application pour apprendre des choses. C'est vraiment mon envie première, ça. C'est ce qui me maintient debout. Donc sur l'effet d'annonce confinement et post-confinement, je pense que j'ai tellement envie de faire de choses que du coup je remplis vraiment mon emploi du temps. Et aujourd'hui, j'ai envie peut-être de réduire certaines choses. Et quand je dis réduire certaines choses, c'est peut-être professionnellement et peut-être sur la partie d'ailleurs qui me fait bouffer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je trouve d'autres alternatives. Mais aujourd'hui, j'ai envie de trouver un métier qui me fasse manger, mais un métier que j'aime, parce que je peux pas faire les choses sans passion, sinon j'avale une boîte de Lexomil et on n'en parle plus. Donc j'ai vraiment besoin de faire quelque chose que j'aime et qui m'anime, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de trouver du temps pour la lecture, pour l'apprentissage, je sais pas, tu vois, de la céramie, par exemple. En ce moment, je suis très bois flotté, tu vois? Donc je fais plein de trucs en bois flotté. Je me suis même mis non, mais tu vas rire, je te jure que c'est vrai et d'ailleurs, il y en a une pour toi. Je me suis mis au macramé. Si on m'avait dit un jour que Esther se mettrait au macramé, je pense que je t'aurais brûlée vivante et ça me fait un bien fou. Je te jure, j'ai fait des très belles plumes en macramé avec un truc de dingue. Mais tu sais, Alexia, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de trouver un métier qui me laisse du temps.
Voilà, parce que je pense que tout le temps, en fait, comme je te dis, pour moi, c'est au lieu d'aller faire du shopping chez Zara d'une manière complètement compulsive, comme j'ai fait pendant des années, mais en fait, j'ai envie d'avoir ce fric-là, tu vois? Pour aller dans un parc, me poser, lire et créer et ça va vraiment être mon engagement de post-confinement, c'est repenser ma vie professionnelle et ce qui m'intéresse le plus, c'est la connaissance et c'est surtout transmettre la connaissance. Alors, tu dis énormément de choses, c'est hyper intéressant. Donc, en gros, de la personne qui est un peu une slasheuse, si je puis dire, donc a énormément de métiers très différents et qui la nourrissent à plein d'égards, là, tu es en train de vraiment remettre un peu tout ça en question pour te dire que, voilà, potentiellement, tout ça va devenir un autre métier? Alors oui, mais ce qui est merveilleux quand on vieillit, c'est qu'on a engrangé plein de choses et plein de connaissances et que du coup, tu peux aussi savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît moins parce que parfois tu as fait des choses un peu dans l'urgence, tu vois? Tu as fait des études, tu t'es embarqué dans des projets professionnels, moi, qui m'ont appris. Moi, j'ai été une femme qui a adoré travailler, qui adore de bosser depuis l'âge de 16 ans. Sa première paye, elle l'a eue, le jour de ses 16 ans parce que j'aime ça, en fait, j'aime travailler, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Mais du coup, je vais pivoter un petit peu effectivement autrement. C'est-à-dire que toutes ces expériences, comme tu dis, c'est vrai que je me définis souvent comme une slasheuse. Je vais continuer en fait, mais au profit et au bénéfice de l'éducation et de la transmission. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ça soit dans mes années automobiles, dans mes années de franchiseur, dans mes années de productrice, dans mes années de formatrice, eh ben, j'ai envie de compiler tout ça et de transmettre ce que je sais. Ce que la maternité tardive d'ailleurs, pas la première, mais ce que la maternité tardive m'a appris, je crois le plus fortement, c'est comment éduquer nos enfants, nos filles, pour qu'elles soient, les hommes, les femmes de demain. Je crois que c'est le sujet de ton podcast. C'est vrai que tu me parles du monde de demain en s'adressant à moi ou à d'autres interlocuteurs ou interlocutrices que tu vas avoir dans tes podcasts, mais c'est surtout comment nous, on va éduquer nos enfants pour que ça soit eux, finalement, les hommes et les femmes de demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire de notre héritage et comment on va leur transmettre pour éviter ce bordel, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Alors, c'est top parce que tu anticipes ma question, justement. Qu'est-ce que toi, alors concrètement, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de réfléchir et d'avoir, voilà, sous un format de discussion, des débuts de réponses. Mais est-ce que toi, qui a l'air quand même d'y avoir pas mal réfléchi, tu aurais des idées un peu concrètes, vraiment quelque chose que tu aimerais transmettre, que ce soit à tes filles ou aux jeunes qui peuvent t'entourer pour que bah, le monde de demain évolue dans le bon sens? J'ai toujours eu la faiblesse de penser et malheureusement, j'ai eu très, très souvent tort que, l'école était un ascenseur social. Alors je dis ça, je suis en France, hein, donc j'estime qu'on fait partie des privilégiés et je pense à tous ces petits garçons et ces petites filles dans le monde qui n'ont pas accès à l'école ou qui au contraire font des heures à pied, dans le désert pour aller chercher un petit peu de connaissances. Donc mettons ça en perspective aussi par rapport à nos esprits, franco-français ou européens. Mais j'ai toujours la faiblesse de croire que l'école peut être un ascenseur social. Et c'est vrai que si un jour on m'avait dit que moi, l'élève pitre, l'élève qu'on a traité de mégère non apprivoisée pendant des années au collège, true story, hein, allait un jour aller vers l'éducation, je pense que pareil, je t'aurais brûlé vive en disant mais tu plaisantes. Et en fait, je suis tombée dans la formation au moment où j'ai recréé ma troisième entreprise, mon entreprise de contenu. À l'époque, bah, quand tu crées une boîte, il faut bien bouffer. Donc tu t'es dit, «Qu'est-ce que je vais faire en attendant que ma boîte débarre?» Et donc je suis tombée entre guillemets, «par hasard» dans l'éducation, en disant que ça serait quelque chose de très furtif. L'échange que j'ai pu avoir, depuis alors attention, hein, je précise, quand je parle d'éducation, je suis dans des écoles de commerce ou de journalisme qui s'adressent à des gamins qui sont post-bac, voire en master. Donc c'est pas des petits non plus. Donc c'est des gens déjà qui savent théoriquement pourquoi ils sont là. Je dis bien théoriquement. Mais si j'avais pensé à un moment aimer ce métier et le faire maintenant depuis 10 ans, je t'aurais ri au nez. Et c'est vrai que forte de cette expérience-là, forte de ce qu'on vient de vivre aussi, sur cette période de confinement et comme je l'ai expliqué, ça fait 6 mois que moi j'ai quitté Paris pour vivre, la moitié du temps dans un endroit où il y a absolument personne en période hivernale. Donc ça m'a laissé du temps aussi pour réfléchir sur l'axe que je voulais donner à ma vie. Et c'est vrai que maintenant que je cumule un petit peu tout ça, je me dis qu'il faut qu'à un moment, dans cette putain de vie, heu, que j'essaye de transmettre et pour le coup à des plus petits, ma joie de vivre, mes expériences, sans passer pour une vieille conne, parce qu'à 47 ans, toi qui en as à peine 30 ou à peine, quand je dis à peine 30, tu dois penser que c'est un abîme.
Et ben, j'ai envie de leur transmettre tout ça. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors une fois de plus, attention aux effets d'annonce, mais si Alexia, tu étais une petite fée avec une baguette magique, je te demanderais de me donner assez de sous pour monter une école. Mais vraiment et monter mon école. Alors tu vas me dire: «Bah oui, ça existe déjà, les Montessori», là j'ai vu qu'il y avait une nouvelle école qui allait ouvrir en septembre prochain, évidemment dans le 16e arrondissement de Paris, tu connais, et qui s'appelle, The Union School, je crois. Quand tu regardes l'équipe pédagogique, ça fait peur, hein. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais c'est 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 très élitiste. C'est très, très élitiste et il y a un moment, j'ai fait: «Ouah super, une nouvelle école, trop bien», je regarde et après quand tu vois un peu qui va faire cette école-là, tu te dis quand même que, Mohamed de Montreuil, il aura du mal à y aller, quoi et ça me dérange que Mohamed de Montreuil ne puisse pas accéder à ça. Donc alors après, c'est sûr qu'il faut des sous pour l'école et cetera. Il faut monter un gros bateau. Donc du coup, vu que est-ce que tu es, mon petit génie Aladdin? Non. Donc je pense très fortement à l'éducation nationale, et à me dire comment je pourrais transmettre ça à des petits, parce que j'ai envie de les prendre à la base, tu vois? Quand c'est encore des toutes petites fleurs et comment je pourrais, peut-être devenir professeur des écoles, pour transmettre ce savoir-là à nos enfants et réinventer avec ce mammouth, qu'est l'éducation nationale, je sais pas si tu te souviens de cette expression, je sais plus comment il s'appelait, le maire communiste à l'époque qui avait osé dire: «Il faut dégraisser le mammouth». Mais je trouve que c'est quand même assez bien vu. Bah, comment je pourrais faire moi, Esther, pour apporter ma pierre à l'édifice, mais au sein de l'éducation nationale? Parce que étant de droite, j'ai des pensées de gauche et je me dis qu'effectivement l'arsenal, de la fonction publique et de l'éducation nationale peut peut-être contribuer à faire en sorte que nos enfants soient moins cons. C'est un changement profond que tu proposes, hein? En tout cas, au stade où tu me cueilles pendant ce confinement, je me dis que ça peut et d'une remplir la mission pour laquelle je me sens investie, c'est-à-dire celle de transmettre à ma manière. Alors c'est une fois de plus, c'est peut-être très présomptueux de ma part, hein, de me dire que j'ai quelque chose à transmettre à des enfants dans un arsenal, qui est existant, dans un carcan qui est existant et puis aussi ce que je te disais en préambule de me garder du temps pour moi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui moi, je suis indépendante, j'ai 47 ans, ça fait globalement 20 ans, que je suis à mon compte, que je cours après le temps, que je cours après le pognon aussi parce que je fais partie de ces patrons de PME, voire TPE, bah, qui font beaucoup d'heures par semaine sans forcément, avoir une villa avec piscine à Marrakech. Donc il y a ça aussi à prendre en considération, c'est après quoi je cours, pour quel budget mensuel je cours et quelle est la valeur de mon temps. Et c'est vrai que j'ai regardé les grilles de l'éducation nationale, putain, c'est quand même pas BZEF. Ce qui veut dire aussi que, être prof, à Paris, en tout cas avec les budgets qu'on a nous à Paris pour se loger et cetera, ça peut être compliqué. Donc je réfléchis beaucoup à me dire: «OK, ben, si effectivement, tu vas dans cette solution», parce que j'ai regardé, hein, les concours d'éducation nationale, la préparation au concours et cetera. Quel temps il me reste pour moi et qu'est-ce que je pourrais faire en plus, bah, pour peut-être ramener le pognon qui manque, quoi? Mais j'en suis là dans mes réflexions. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher le pognon manquant? D'accord. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment la notion de pognon? Est-ce que le simple fait de trouver un sens à la transmission, donc via l'éducation, nationale ou pas d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça pourrait être suffisant ou est-ce que la dimension argent est quand même prégnante? Bah, disons qu'elle l'est aujourd'hui parce que si tu me cueilles aujourd'hui, j'ai un niveau de vie qui correspond à globalement, ce que je gagne. Même si je dépense toujours un peu plus que ce que j'ai. Si tu veux, j'ai un niveau de vie et un ensemble de choses matérielles qui me coûtent de l'argent tous les mois. Un emprunt à la banque, pour ton appartement, un emprunt pour la bagnole, enfin, tu vois? Tout ce qui a fait que j'étais, la parfaite, incarnation de la consumériste, 2020. Donc si tu veux, si je devais faire ce changement de métier tout de suite maintenant, si moi je suis OK, c'est juste mon banquier qui va pas l'être. Donc donc il faut que j'opère cette scission quand même pour qu'elle ne soit pas, fracassante pour mon compte en banque. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas me le permettre au moment où je te parle. Je peux pas appeler ma banque en disant: «Bah, écoutez, j'ai décidé de changer de métier, divisez-moi mes échéances par 2 parce qu'aujourd'hui je vais gagner peut-être, 30 ou 40 de moins que ce que je gagnais avant». Donc oui, c'est dans mes tuyaux, oui, c'est dans mes réflexions. Maintenant, je suis pas une anarchiste non plus. Il faut que je prévoie cette mutation, en fait. Mais en tout cas, pour moi, elle s'ancre de plus en plus et tu sais, je lisais un article ce matin dans Le Monde,
sur le déconfinement et comment faire classe à nos enfants. Et il y a un collectif, notamment de femmes, mais évidemment pas que, d'économistes, de psy, il y a Cynthia Fleury aussi que j'aime beaucoup, la philosophe, qui dit: «Mais en fait, ce qu'il faut, c'est mettre nos enfants dehors, c'est-à-dire, ne pas leur faire subir, le déconfinement à l'intérieur d'une classe, mais au contraire, vu qu'en plus on arrive, globalement, vers les beaux jours, bah, c'est faire des classes dehors, en fait. C'est faire des classes dans la forêt, c'est faire des classes dans des gymnases à ciel ouvert, c'est faire classe dans des parcs, quitte à les réquisitionner pour les enfants et j'ai trouvé ça génial. Tu vois? C'est Je me suis dit: «Mais quel bonheur de voir qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à comment ouvrir nos gamins à une autre forme d'éducation, qui ne soit pas une éducation dans un bureau finalement, hein, parce qu'une classe, c'est un bureau qu'on va peut-être retrouver toute notre vie après. J'ai dit: «Mais putain, il faut pas que ça soit que chronique, que épidermique cette réaction. Il faut qu'on repense l'école, en fait». Tu vois, si tu avais une deuxième baguette magique, à défaut de me donner du pognon, j'aimerais bien que tu me donnes un rendez-vous avec Blanquier, par exemple. Blanquier, je sais jamais comment il s'appelle. Comment il s'appelle le ministre? Blanquer. J'aimerais bien que tu me fasses une réunion avec, Blanquer et Macron et que je leur dise: «Bah, voilà comment moi, j'imagine via l'État, malgré tout dans lequel je crois, comment on peut réinventer l'école en prenant ne serait-ce que des concepts qui marchent en Europe du Nord, et qui sont pour moi des pionniers dans beaucoup de choses et notamment dans l'éducation. Comment on peut repenser l'école pour faire en sorte que ces gamins, moi j'ai ma fille là, Sacha, 6 ans, on lui fait l'école tous les jours et hier avec son père, on lui posait la question: «Bah, écoute, on va bientôt rentrer à Paris, on va pouvoir être déconfinés, c'est cool, tu vas rentrer à l'école» et là, ma gamine me dit: «Mais je déteste l'école, je ne veux pas retourner à l'école». En tant que mère, évidemment, ça me fend le cœur, mais en tant que femme, ça me brise. On peut pas c'est pas audible pour moi ça et ça l'est parce que je te dis, j'ai été une élève vraiment, j'ai été un cancre très longtemps. Il faut que nos enfants aiment l'école et c'est plutôt à l'école de se faire aimer de nos enfants et aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que tu sais pourquoi ta fille, justement, réagit comme ça? Il y a des faits un peu? Écoute, je pense elle a le gène de la liberté comme sa mère, heureusement ou malheureusement et je pense que cette gosse enfermée, 8 heures par jour dans une classe, ça lui convient pas et je pense que ça convient à personne. C'est-à-dire qu'on met des enfants dans des bocaux et sous couvert de compétition, de rudesse et cetera, on essaie de les amener au meilleur. Moi, ça me casse les couilles, franchement, ça me casse les couilles. Je comprends que ma fille n'ait pas envie d'être enfermée 8 heures par jour, Alexia. C'est pas humain, quoi. Les enfants à 6 ans, ils ont une chance infinie, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur instinct. Ils n'ont ils Nous, notre instinct, il a été pulvérisé. Eux, ils ont pas perdu leur instinct et je pense que ma gamine, elle a pas envie d'être enfermée 6 heures par jour. Elle a envie d'apprendre parce que quand on lui apprend des choses, elle est très à l'écoute, tu vois? Elle est très réceptive, donc c'est pas une lazy girl, elle est très réceptive. Mais putain, 8 heures par jour, enfermée dans une classe avec, simplement, la cantine et 2 récréations. Mais c'est inhumain, c'est inhumain. Bah, c'est là où c'est intéressant. Je pense qu'en effet, il y a plein de sujets sous-jacents à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en effet, l'école essaie de mettre les gens dans un moule alors qu'il y a autant de personnalités qu'il y a d'enfants à peu près. Et mettre tout le monde dans le même moule, c'est peut-être un peu d'un autre temps, on va dire. Maintenant, je pense qu'on n'accepte pas. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une révolution du travail puisque d'une certaine manière, passer 6, 8, 10 heures assis à un bureau, c'est aussi pour certains, pas tous, le monde du travail. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement profond et de l'éducation et du rapport au travail. Donc, je comprends, je comprends ce que tu dis, mais je pense qu'il va falloir à un moment, en effet, se mettre autour d'une table et réfléchir à l'avenir. Mais est-ce que c'est vraiment au gouvernement de faire ça? Est-ce que ce n'est pas justement à des groupes de réflexion, à des associations, que sais-je, de le faire? On verra ce que nous dit le futur. Écoute, pour répondre à la première partie de ta question, ça revient à ce que j'ai dit en préambule. C'est-à-dire que effectivement, on a nous à réagir en tant qu'adultes par rapport à la situation qui nous est imposée, celle de travailler X heures par semaine, celle de travailler dans un endroit, bureau, open space, télétravail, et cetera et je suis d'accord avec toi. Nous, on va avoir une réaction, de trenta, de quadra, de quinquas, comme tu veux, qui va être finalement très épidermique en disant: «Voilà, il y avait ce que tu disais, le monde d'avant et le monde d'après, celui qu'on va vivre juste après». Mais
une fois de plus, je reviens quand même à mon socle, c'est ce que nous, on va en faire, c'est comment on va le transmettre pour que nos enfants n'aient jamais à le subir. C'est ça, en fait, mon propos. Et tout ce que je développe dans mon podcast, à chaque fois que je dis, voilà, comment nous, femmes, on peut réagir par rapport à une injonction, il y a notre réaction de femme, comment nous, on va réagir à ça. Mais en deuxième lecture, il y a qu'est-ce qu'on va dire à nos gosses pour qu'ils ne soient plus ces femmes-là, qu'on n'ait plus, que le débat n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit une affaire classée. Dans le sens, ça, on n'en parle plus, oui, on a le droit d'avoir 2 papas, 2 mamans, oui, on a le droit d'être transgenre, oui, j'ai hier, j'avais au téléphone une amie qui me dit qu'à 16 ans, sa fille, bah, c'est pas une fille, en fait, c'est un garçon, heu et je l'ai sentie très, très mal à l'aise par rapport à ça. Il faut que tout ça, ça soit plus des sujets et y compris dans ce que tu viens j'essaie de raccrocher les wagons, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, nous, on va réagir à notre manière de travailler. Oui, je pense qu'il va y avoir effectivement, tu disais par rapport au télétravail, une nouvelle organisation du bureau. Mais comment nous, on va faire pour que nos enfants se sentent bien dans leur boulot de demain, en fait? Comment nous, on va transmettre ça? Parce que nous, on réagit de manière épidermique, si j'ose le terme avec, l'épidémie, mais tu vois, épidermique, c'est-à-dire: «Oh là là, on a eu un souci. Oh là là, on a vu qu'on pouvait travailler chez soi», plus ou moins, hein, ça dépend aussi comment est ta structure familiale. C'est encore un autre sujet, bien sûr et professionnel. Hem, mais comment on va faire pour que nos enfants, ils aient cette quintessence de la liberté pour choisir leur travail, en fait? C'est ça qui m'angoisse. Tu sais, il y a un film qui m'a profondément marquée, il y a une vingtaine d'années, c'est un film de Lelouch qui s'appelle La Belle Histoire. Je ne sais pas si tu connais ce film? Et à un moment, tu as, Marie-Sophie Hell qui est professeure des écoles et qui s'assoit, avec ses enfants, enfin ses enfants, ses élèves pardon, et qui sort la classe, de la classe, de l'endroit, qui sort ses élèves de l'endroit, qui se met autour d'un arbre et qui explique des histoires de la vie, mais avec des jolies histoires, des jolis mots. Et elle se fait convoquer par, son inspecteur d'académie et qui lui dit: «Bah, écoutez, on va pas pouvoir vous garder parce que vous expliquez aux enfants que le Père Noël existe et c'est pas possible». Et Marie-Sophie, elle de répondre, «Bah, oui, mais moi je crois que le Père Noël existe et moi je crois que c'est Noël tous les jours». Elle se fait virer et tu sais, j'ai vu ce film il y a 20 ans et je te dis, il y a 20 ans, je pensais pas être une future formatrice et potentiellement une future maîtresse des écoles. Mais ça a résonné en moi comme une espèce de vibrato tout au long de ma vie, en fait. Et quand j'ai été mère, ça a été évidemment encore un peu plus présent et maintenant que je suis une mère tardive, c'est encore plus présent et maintenant que j'ai fait des années de formation avec, des élèves plus grands, c'est encore plus présent. Comment on peut faire pour que nos gamins aient le luxe d'avoir le choix? Et quand je dis nos gamins, c'est pas que les gamins de CSP+ des jolis quartiers, quoi. C'est, c'est tous et ça m'angoisse parce que je me dis: «Est-ce que moi, avec ma pauvre petite pomme, je vais réussir le challenge ou est-ce que moi aussi je vais me faire broyer, en fait, par un système qui existe, dont je connais la force, dont je vois les aptitudes, mais est-ce que je vais réussir à ça?» Ça peut être tu vois, je sais pas si ça fait partie de tes questions, mais ça peut être un frein. Mais oui, d'une certaine manière, tu arrives à mes questions. Moi, je vais quand même me permettre de faire l'avocat du diable. Ce que tu dis, j'ai entendu beaucoup de personnes le dire. J'ai beaucoup de proches qui ont décidé de se reconvertir pour trouver plus de sens à leur emploi, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir un peu sauver des enfants qui peut-être n'avaient pas la même égalité de chance par rapport à d'autres. Et la plupart, malgré une conviction, un enthousiasme fort, se sont heurtés, bah, comme tu disais au départ, à un mammouth, à un vrai mammouth. Et c'est difficile à déplacer. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui. J'avais la discussion avec une amie il y a quelques temps qui me disait est-ce qu'il ne faut pas déjà changer de nom aujourd'hui, on parle d'éducation nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'instruction nationale? Parce que j'ai quand même beaucoup d'amis enseignants qui me disent je passe plus de temps à enseigner les règles de savoir-vivre, de politesse à mes étudiants que leur enseigner l'histoire-géographie ou le français. Ça, c'est un sujet. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux croire, parce que contrairement à toi, je pense être fondamentalement optimiste. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Mais ce que tu dis est quand même empreint de bon sens et très, très proche de la réalité. Est-ce que tu penses quand même qu'il faut partir sur une mission aussi forte qui est de dire on va discuter avec le gouvernement, entre autres, pour refondre l'école? Ou est-ce que tu penses qu'à ton niveau,
arriver déjà à avoir des victoires qui est de donner le choix aux enfants et de leur permettre de s'éduquer et d'apprendre autrement. Est-ce que tu penses que ça te suffira ou est-ce que tu veux vraiment viser plus loin? Mais c'est une question que je me pose tous les jours. Hem, Tu sais, quand j'ai parfois une de mes étudiantes qui me dit: «Esther, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ma voie et tu m'as montré des choses», j'ai envie de dire, que toutes ces années de formation, ne serait-ce que pour un résultat, a valu toutes les peines du monde. Parce que là, pour le coup, j'ai un exemple concret, et grâce à Dieu, plusieurs exemples d'ailleurs, donc c'est cool. Donc je suis très heureuse d'avoir permis à certains élèves ou certaines élèves de trouver leur voie et de s'accomplir professionnellement. Donc j'ai envie de te dire que déjà, si à mon petit niveau, même en me prenant, 2-3 tapes sur les doigts, avec une règle en fer, j'arrive à faire bouger quelques élèves, j'aurais déjà gagné. Ça, c'est la première réponse, c'est petit A. Petit B, j'aimerais bien que ma grande gueule serve à autre chose aussi, quoi. Tu vois? Que finalement les aptitudes que je peux peut-être avoir, à créer du contact, à créer du lien avec des gens, puissent un jour servir une cause un peu plus grande que ma tronche, quoi. Et qu'effectivement, à un moment, je me suis même posé la question, tu vois, de rentrer en politique. Bah, là, je pense que je me ferais, carboniser, mais rentrer en politique pour que justement ce projet d'éducation là que j'ai et cette envie fondamentale de penser que l'école est un ascenseur social, puisse voir le jour, quoi, vraiment. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas aujourd'hui et je ne mets pas du tout en cause le travail des enseignants et des professeurs, hein. Attention, je suis pas la Esther woman de l'éducation. Mon Dieu, j'en suis bien loin. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir, voir Manu et Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Loup, Jean-Pierre, comment il s'appelle? Jean-Michel. Ah, j'y arriverai pas. Bah, j'ai Jean-Michel. aucun respect. Elle va pas Mais ouais, respecter. mais vraiment et j'adorais à un moment, je me suis dit: «Mais ouais, je vais être directrice d'une école», tu vois? Je vais peut-être pas être que professeure des écoles, je vais être directrice. Et ce que tu dis, c'est je vois à qui tu fais allusion peut-être, sur cette professeure des écoles un peu désabusée. Quand tu as un constat comme ça, nous on le voit bien en classe où parfois on est obligé de dire, «Fermez Facebook, écoutez-moi, ne parlez pas en même temps que les autres» et cetera. C'est vrai que malheureusement parfois, on a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont pas respectées. Qu'est-ce qu'on en fait? On gueule, on s'insurge ou alors on crée des plages au sein de l'école, peut-être par d'autres personnes qui font effectivement de l'éducation ou simplement du savoir être ensemble, vivre ensemble, tu vois? Comme on pourrait avoir des plages, sur la vie sexuelle, comme on pourrait avoir des plages sur, l'ouverture d'esprit, de papa, de maman, et cetera, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il ne faut pas repenser l'école comme effectivement peut-être un palliatif à nos nécessaires défaillances de parents? En sachant qu'on n'est pas tous, armés de la même manière dès le départ? Ou est-ce qu'il faut simplement dire: «Non, il faut qu'ils sachent absolument, que E égale MC2 et que, Voltaire était un antisémite profond»? Scandale. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une fois de plus se poser la question de qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos gosses, quoi? Comment on veut qu'ils sortent de l'école? Est-ce que c'est absolument avec une débauche de savoir dont ils n'utiliseront pas la moitié ou simplement qu'ils iront chercher à un certain moment de leur vie? Ou est-ce que c'est un arc-en-ciel de connaissances et d'ouverture d'esprit? Ou alors je suis complètement à côté de la plaque et je vogue après des chimères, hein, c'est possible. C'est possible. Non, mais déjà donner en effet une tête bien faite. Moi, je pense très sincèrement que l'éducation, au sens école du terme, doit être refondue, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question puisque les personnes qui nous gouverneront demain, les personnes qui créeront des lois, qui éduqueront aussi les jeunes générations, ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. Donc je pense qu'en effet, ça me rappelle, tu vois, j'ai une amie qui a acheté ça comme livre, Tu seras un homme féministe, mon fils. Je trouve ça intéressant quand même. La littérature a changé par rapport à ça, entre autres, où dès le départ, on veut sensibiliser nos enfants à des sujets, et je le vois, hein, aujourd'hui, quand toi, tu ne fais potentiellement pas le tri sélectif, tes enfants, eux, ils ont été sensibilisés très tôt, ça leur paraît naturel, et donc vont te faire la morale rapidement et te dire non, non, ça va dans le carton, ça va dans le verre. C'est intéressant aussi comme il y a cette espèce de pédagogie inversée, ou même aujourd'hui, je le vois d'un point de vue marketing, des marques qui essaient toujours de cibler cette merveilleuse cible qui s'appelle les millennials, où justement on va être avec des marques qui doivent être engagées, qui doivent porter un message, qui doivent être authentiques, transparentes. Bon, après la question va se poser de comment être sûr que ce n'est pas
du brainwashing au sens voilà de la propagande pour essayer d'eux, que c'est vraiment pensé et réfléchi, et surtout comment ensuite trouver sa voie parmi tout ça, parce que là, je trouve qu'il y a une forme aussi d'uniformisation du discours de la part de ces marques qui se disent voilà, on est engagé, on est transparente, on est authentique, on est honnête, on est machin. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver aussi le juste milieu, mais je pense très fort que les enfants ont besoin en effet que ce système soit changé, parce que on a des milliers, des millions de cerveaux extrêmement différents, et pourtant on nous met tous assis sur une chaise à écouter. Et je pense qu'aujourd'hui c'est problématique. En tout cas, j'ai l'impression à mon niveau qu'on ne permet pas aux enfants d'exprimer leur potentiel comme ils pourraient le faire. Et en effet, le fait de dire on va t'apprendre les maths, la physique, l'histoire géo, tout ça, ça donne en effet un fondement, mais ça exacerbe aussi le fait de je ne sais pas faire ça. Et en effet, tout le monde n'est pas bon en maths, tout le monde ne peut pas être mathématicien, tout le monde ne peut pas être chimiste, tout le monde ne peut pas être même ne serait-ce prof de français. Donc je pense qu'en effet, tu soulèves des sujets qui pour moi sont centraux dans ce rapport à l'éducation, qui pour moi doit être un lieu d'émulation et pas d'exacerbation de tes faiblesses, quoi. Et c'est pourtant beaucoup le cas. Corriger en rouge, ouais, on a tous eu la veille d'un contrôle de maths ou de français, la boule au ventre, à pas dormir, parce qu'on savait que cette espèce de note, au lieu de voir le côté j'ai des faiblesses qu'il faut que je travaille, c'est ce n'est pas bon. C'était aussi ça que ça renvoyait comme message. Exactement, et là je renvoie toi et éventuellement les auditeurs, les auditrices au fabuleux bouquin d'Idriss Aberkane sur libérer votre cerveau et comment repenser l'école de demain. Après, je fais pas partie de cette génération où l'enfant est roi, l'enfant permissif, etc. Je pense que, tu vois, il y a une certaine forme d'ailleurs d'école qui ne me convient pas du tout, et même si j'avais les moyens, je pense que je mettrais pas ma gamine dans des grandes écoles commençant par un M, parce que je trouve que, enfin moi, pour moi, il y a des valeurs qui sont pas respectées, quoi. Je pense que l'enfant a quand même besoin de barrières, et justement, donner des barrières, c'est lui donner les moyens de savoir les sauter, après, quand il sera tout seul. Mais ça, c'est un autre débat, et pour rebondir sur ce que tu dis sur ces fameux marques engagées, oui, Alexia, mais une fois de plus, ça touche peut-être, Joseph du 16e. Est-ce que ça touche, Paul, de Montreuil ou du 18e tu vois? J'ai peur que malgré tout ce que tu dis soit de nouveau réservé à une élite, soit de nouveau finalement un message qui ne va être capté que par ceux qui sont déjà prêts à le capter. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, ça j'en suis même persuadée. Et pre voilà, et du coup, pour moi, une fois de plus, l'école et l'éducation nationale, je le répète, ça a l'air débile, mais accessible et gratuite, c'est quand même un outil fabuleux pour que nos gamins s'en sortent, quoi. Et quand je dis nos gamins, c'est tous nos gamins. Tous nos gamins, même ceux qui n'ont pas accès à des livres chez eux, tu vois ce que je veux dire? Qui n'ont pas accès à la connaissance, quoi. Donc Je vois très très bien. Alors, je vais me permettre d'ouvrir un peu le sujet peut-être. Tu as commencé un peu à répondre. Euh, quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? personnellement, professionnellement, précise. Alors peut-être les deux, justement, cette question reste ouverte pour que toi tu puisses me dire, voilà, naturellement, puisque le but de ce podcast, évidemment, c'est la spontanéité sous format de discussion bienveillante. Je tiens à ce mot, même s'il est très galvaudé de nos jours. Toi, justement, voilà, qu'est-ce qui, quand tu penses à demain, naturellement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et donc, qu'est-ce qui pourrait te faire peur? Alors écoute, je sais pas si je suis complètement folle ou complètement inconsciente, mais je n'ai pas peur. Mais j'ai jamais eu peur parce que j'ai jamais eu le temps de me poser la question sur demain, en fait. Je trouve que déjà être aujourd'hui, c'est un challenge. Je suis désolée, je vais pas bien répondre à ta question, mais il y a rien qui fondamentalement me fait peur, mais vraiment. À titre personnel, après j'ai une trouille, évidemment, énorme qu'un jour la planète disparaisse, et que, j'ai fait des enfants pour pas qu'ils puissent vivre. Je crois que c'est ma seule angoisse. À titre personnel, je n'ai pas peur. J'ai peur pour mes enfants. Voilà. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur, par exemple, je crois que ma plus grosse peur, mais je vais partir sur un autre sujet, mais c'est que l'homme ne se rende pas compte à quel point la terre est précieuse, quoi, et qu'on continue et que finalement ça n'aura servi à rien, ce confinement, et tout ce qu'on peut voir d'effets positifs sur l'environnement. Moi, j'ai très peur que ça ne serve à rien et qu'on remette toutes les machines en route, et que l'ère industrielle aura fini par avoir notre peau, quoi. Voilà, ça j'ai peur de la force d'inertie des gens. Oui, ça j'ai peur.
J'ai peur de j'ai peur de ces réactions épidermiques, j'ai peur, de ces sursauts d'indignation, et ces images qu'on voit, de ces je crois, de ces flamants roses qui viennent par milliers, de cette faune et de cette flore qui s'est jamais autant éclatée, de ces oiseaux qu'on entend et cetera. Mais j'ai peur que notre quotidien, de nouveau nous envahisse et qu'on rappuie sur le bouton start, quoi. Ouais, ça, j'ai très peur de ça. Qu'est-ce qui, au contraire, te rassure en pensant à demain? S'il y a quelque chose qui te rassure. Je crois que de la même manière qu'il y a pas je n'ai pas peur et j'ai rien qui me rassure. J'essaye simplement dans mon environnement immédiat et dans ce que je peux faire, apporter des réconforts, des solutions qui sont plutôt, court-termistes, hein, comme tu dis, trier ses déchets, essayer que de pas enfumer la planète, on s'est dit un jour, «Tiens, si on a une maison, on mettra pas de clim parce que c'est mauvais pour la planète». C'est pas des choses avoir simplement des gestes individuels, déjà, je crois que ça sera pas mal parce que comme je te l'ai dit, rien ne me rassure, rien ne me fait peur. Hem, Tu vois ce que je veux dire? Ça sera antinomique de te dire que j'ai très peur de quelque chose et qu'il y a des choses qui me rassurent. Je suis tellement dans aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça se passe mieux, que demain, c'est compliqué, hein. Demain, c'est loin. Ah ouais, demain, c'est loin. Demain, c'est loin et comme je te disais, j'ai pas hyper confiance en l'humanité, quoi. En tout cas, de celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que, putain, je suis dingue, mais je mise tout sur celle de demain, quoi. Celle d'aujourd'hui, regarde pourquoi tu fais ce podcast, Alex, tu t'es insurgé et avec beaucoup d'intelligence et de bon sens sur qui, formait ce fameux, collectif, Jour d'après et cetera. Putain, on retrouve les mêmes, quoi. On retrouve les mêmes. Si tu as eu ce besoin, cette urgence, de créer un podcast, différent, si tu te dis, voilà, ils sont blancs, ils sont hommes, ils ont déjà tout dit sur le sujet, ils reprennent des choses qui ont déjà été dites et ils les transforment parce que c'est bien de le dire aujourd'hui. Mais moi, je mise plus rien sur la génération d'aujourd'hui, quoi. C'est horrible ce que je dis, putain, c'est horrible. Mais je mise tout sur celle de demain, quoi. Comme tu dis, ce gamin qui vient t'enquiquiner en disant, tu sais comme la pub là, sur, c'est quoi le tu sais l'eau qui transforme, qui met des bulles dans l'eau là. Tu as la gamine qui fait, «Mais tu as pas honte de porter des packs d'eau?» Bah, en fait, c'est dans cette gamine SodaStream. voilà, SodaStream. Et ben, en fait, c'est dans cette gamine que je crois. Voilà. C'est exactement dans cette gamine que je crois. Dans celle qui va être éduquée, pour qu'elle change. Alors tu vas dire: «Bah oui, mais c'est complètement con ce que tu dis, parce que si tu crois pas dans cette génération, vu que c'est cette génération-là qui éduque cette petite fille, tu te contredis». Et c'est là que je te dis, ben, je crois en la puissance, individuelle, voilà. Ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai même plus besoin de faire les questions, c'est vachement bien. ça, ça me soulage, c'est fantastique. Est-ce que malgré tout, même si j'ai bien compris que tu étais vraiment dans aujourd'hui, j'aime bien cette idée d'être aujourd'hui, c'est déjà un challenge. Mais si on se projette, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est vraiment de laisser un peu libre cours à la fois son imagination, peut-être son optimisme ou pessimisme d'ailleurs, mais au moins de se dire, allez, on va essayer de faire fi des barrières mentales, on va dire, et de la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, par rapport à demain, que tu as hâte de découvrir? J'ai hâte de découvrir à quel moment les gens vont bien pouvoir fermer leur gueule, je crois. C'est-à-dire, À quel moment, heu, à quel moment on va, arrêter d'avoir, 4,5 millions d'experts sur les réseaux sociaux, je crois, hein. Ça, j'ai hâte d'avoir la date, je t'avoue. Parce que là, j'ai hâte de ouais, ouais, en fait, je suis désolée, je fais une réponse qui est pas du tout politiquement correcte, qui va peut-être pas forcément être, hautement intellectuelle, ni hautement philosophique, mais c'est à quel moment les gens vont fermer leur gueule? À quel moment ils vont arrêter d'être, une génération experte en économie, en écologie, tu vois? À donner leur avis sur tout, à monter des pétitions, pour 3 fois rien, à quel moment les gens vont arrêter d'être nombrilistes? À quel moment je suis désolée, je suis hyper cash et tout, mais c'est et une fois de plus, mon discours est apolitique, hein. C'est-à-dire que sauf à avoir, un extrême au pouvoir, je me fous de savoir la couleur du président, quoi. Mais, mais je trouve ce moment où on devrait, où le mot solidarité, où le mot bienveillance, comme tu dis, devrait être mis en exergue par cette période inédite, eh ben non, en fait. Ils ont rien compris, quoi. Ils continuent à se taper sur la gueule et qui c'est qui aura le plus gros zob et qui c'est qui va dire le truc le plus énorme?
Mais c'est pas possible, quoi. Donc en fait, ce confinement et cette menace létale, elle ne vous a rien appris, quoi. Et pourtant, on voit quand même énormément d'initiatives. Alors, tu parlais du fait que énormément de personnes prenaient la parole et on était tous un peu experts de quelque chose, certes, mais il y a aussi toute cette autre partie qui fait des choses. Et elle existe, elle est bel et bien là. Je suis d'accord avec toi, mais là et c'est là que je reviens et là, pour le coup, je suis à peu près raccord avec moi-même, c'est, l'initiative individuelle, quoi. Alors quand je dis individuelle, c'est peut-être une somme d'individus autour d'associations qui vont, je vois des super belles initiatives dans le 93, des gens qui font les courses pour les personnes âgées, pour les handicapés et cetera, c'est fabuleux. Mais putain, ça reste de l'individuel, quoi. Je ne vois pas à quel moment, en fait, l'ensemble de ces actions individuelles ou mini collectives et une fois de plus, ça n'a absolument rien de péjoratif ce que je dis, hein, absolument rien. Mais à quel moment ça va switcher dans le pouvoir, quoi? À quel moment à quel moment ces initiatives-là vont porter leurs fruits au niveau d'un gouvernement? Moi, il y a un truc qui m'a tuée pendant ce confinement, je te le dis franchement, c'est l'Europe, quoi. La première fois de ma vie que j'ai voté, j'avais 18 ans, c'était pour Maastricht. Et évidemment, j'ai voté oui, parce que je trouvais l'idée géniale. Regarde ce que le confinement en a fait, quoi. Ça m'a rendu ouf qu'on soit pas capable, d'avoir une action collective, pour détruire ce virus et pour se mettre à peu près tous, sur la même longueur d'onde. Mais quelle déception! Et pourtant je suis une Européenne, convaincue. Donc tu vois, c'est effectivement alors, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que la somme de toutes ces convictions individuelles, à un moment, vont faire bouger, l'establishment? Je sais qu'Alexia est optimiste et pense que oui. Esther l'est beaucoup moins. Peut-être, en effet. D'où mon idée et mon fondement d'initiative individuelle. Et quand je dis individuelle, c'est pas forcément seul, c'est juste en dehors des sentiers battus. Moi, ça me rend dingue qu'il y ait plein de gens qui créent association sur association sur association, alors que quelque part, c'est à l'État de le prendre en charge. En tout cas, c'est à l'État de le piloter. Et attention, je suis pas du tout dans l'idée et bien au contraire de l'État-providence. Mais à quel moment il y a une vraie, côté éponge entre ce que proposent des gens comme ça et ce que l'État en retire, quoi? Mais est-ce que c'est à l'État de gérer ou en tout cas ne pas empêcher ou en tout cas carrément à amplifier? Est-ce que c'est pas ça plutôt la question? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois de plus, je n'aime pas l'État-providence, ça m'enquiquine. Mais, c'est quand même l'État qui est le mieux bâti structurellement pour pouvoir mener des projets. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Emmanuel Macron, si tu dois, Emmanuel Macron ou peu importe, hein, je m'en fous, en tout cas quand tu es président de la République, c'est quand même plus facile de pouvoir organiser des choses, parce que tu as la structure administrative, tu as les contacts, tu as tout ça, que la somme de 1000 associations qui chacune de leur côté vont se battre pour une cause qui est géniale, mais qui finalement n'offriront que des réponses locales. Mmh, je comprends. Et moi, je voudrais des réponses, tu vois, je voudrais des réponses à toute la misère du monde et effectivement que ça soit, une fois de plus, pas forcément l'État qui paye, dans le sens, l'État fait tout, mais que ça soit l'État qui utilise sa force de frappe pour que, pour que les bonnes âmes finalement soient, afféodées à un système qui leur permette de s'émanciper, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Mmh, non, moi ça l'est pour moi en tout cas, on verra pour les autres. Après et du coup, je reviens toujours à mon truc qui est l'éducation et l'éducation nationale. Si tu reprends sur uniquement cet item-là, tu as la structure, tu as des profs, tu as des locaux, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout en fait et à quel moment ils vont se rendre compte à quel point nous sommes des privilégiés? À quel point on a de la chance? Tu peux grâce à ces infrastructures-là, à ce potentiel humain, pouvoir mettre des choses en place, peut-être plus facilement en tout cas sur le papier, que 1000 associations. Tu vois ce que je veux dire? Vaut-il mieux une grosse association que 1000 associations, 1000 personnes, C'est une bonne question. que peut-on faire? Est-ce que, tu vois, si on reprend le covid, est-ce qu'il faudrait pas un laboratoire où tous les plus grosses têtes chercheuses du monde soient toutes ensemble plutôt que X laboratoires qui sont chacun de leur côté parce que celui qui sortira le vaccin, c'est celui qui va prendre des sous? Et ça, c'est encore un vaste sujet, l'ego versus, Non mais oui, mais c'est le même truc, tu vois? C'est le même sujet. Est-ce qu'il y a une espèce de volonté de centralisation parce que, il y a toujours plus d'idées dans 3 cerveaux que dans un, en fait? je suis oui, je
Dans un monde merveilleux, je voudrais croire à, encore une fois, cette émulation. 3 cerveaux valent mieux qu'un, mais a priori, la réalité est un peu autre, en effet. Mais j'ai envie d'y croire. Ah bah, c'est ça qui me fait peur. Et alors, si on revient sur un sujet un peu plus léger, entre guillemets, puisque je trouve ça intéressant de voir la perception des gens par rapport aux mots. Toi, quand je te dis le nom du podcast qui s'appelle Les pieds dans deux mains, qu'est-ce que ça t'évoque? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça m'évoque, en tout cas, le nom du podcast est assez évocateur et c'est bien parce que quand on le dit à l'oral, on ne sait pas comment on écrit demain, donc ça, c'est cool. Donc déjà, ça laisse la place à l'imagination. Mais c'est surtout, je vois quelque chose de très artisanal dans la noblesse du terme. Tu vois, les pieds dans 2 mains, alors ça peut être des mains, hein, la main, l'outil, la main, ou 2 mains, le verbe, enfin comment on appelle ça? L'adjectif, la fonction, Le c'est mot, quoi 2 mains? le nom Le commun. mot, voilà, rigolo, de nom commun, 2 mains. Mais en tout cas, je vois quelque chose qui va être fait à la sueur de nos fronts et ça, j'aime. J'aime cette idée-là. J'aime cette idée d'artisan de nos vies, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît. Et alors justement, si tu devais t'adresser à deux mains, alors tu l'écris comme tu veux, hein, mais s'adresser à ses mains, c'est un peu bizarre, mais bon, après, tu sais, tout est possible. À deux mains au sens futur du terme, qu'est-ce que tu lui dirais? Bouge ton cul. Deux mains, bouge ton cul. Non, c'est joli, c'est bien fait. C'est très bien fait. Non mais non, non, attends, je vais te faire une réponse un peu moins laconique quand même parce que là, ça va pas du tout. Je lui dirais, «T'inquiète pas, la relève arrive». C'est plus joli ça, non? Eh ben, écoute, je pense que on va conclure là-dessus parce que j'aime beaucoup cette idée de croire une pessimiste fondamentalement Ouais, optimiste dans la nouvelle génération. Je trouve que c'est un bon résumé, non? ouais, c'est ça. Je crois que ouais, c'est pas mal ça. Je peux te piquer la punchline ou pas? Plaisir d'offrir, Mmh, joie de recevoir. tu connais. Un grand merci Esther pour ton temps, qui je sais maintenant était déjà précieux, mais le devient encore un peu plus, puisque tu en as pris vraiment conscience et tu vas tout faire pour en faire un temps de qualité sur cette planète qui, j'ose espérer, ne va pas exploser demain. Et qu'est-ce que toi, je pourrais te souhaiter pour demain? Que je prenne la meilleure décision pour moi parce que du coup, ça sera, par ricochet la meilleure décision pour les autres. Merci Esther.